Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de la contre-soirée. Ici Maxence en direct de New York. On a une belle vue là pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube sur le Financial District de New York. Et bref, on n'est pas là pour parler de mes vacances à New York, on est là pour accueillir Manon Tournant. Manon est une executive coach et aussi une solopreneuse. Et dans cet épisode-là, on va parler de son activité d'executive coach parce que Manon, elle aide les dirigeants et les entrepreneurs à gérer leurs émotions. Donc elle va nous partager quelques clés pour réussir à faire la même chose. Et j'aime de dire que Manon, en tant que solopreneuse, est une slowpreneuse, c'est-à-dire qu'elle fait les choses à son rythme et elle a l'art de rebattre les cartes pour se les approprier. Et on va voir comment faire la même chose dans son business, comment se rapproprier ces cartes, comment passer des steps dans son business, mais en fonction de nos propres valeurs, de nos propres exigences. On va voir comment faire ça. Bref, je te laisse apprécier cet épisode-là avec Manon. Et écoute, n'oublie pas de lâcher un petit commentaire, etc. Et voilà, je te laisse avec cette magnifique vue pour ceux qui me regardent sur le Financial District de New York. Bref, très belle écoute. Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de la contre-soirée. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Manon Tournant. Manon, comment tu vas ? Salut, écoute, super bien, très très contente de partager ce moment avec toi. Hâte de voir les questions du coup. Pour les auditeurs, il faut savoir que j'ai spoilé Manon sur un jeu que j'ai fait, que j'ai personnalisé exprès pour elle, sur le jeu de l'ascenseur émotionnel en lien avec son podcast. Donc pour écouter ça, écoutez jusqu'à la fin. On commence déjà le watch time. T'as vu, je suis devenu un vrai youtubeur là. Ouais, je m'y Euh, attendais pas bah, au petit jeu personnalisé. Ah bah tu vas voir, j'espère que ça va te plaire et que ça va aussi plaire ceux qui nous écoutent. Euh, Maintenant, pour ceux qui nous écoutent et qui ne te connaisseraient pas, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît ? Yes, du coup je m'appelle Manon, je vis actuellement en Afrique du Sud. Donc j'aime bien voyager, voilà, j'ai commencé à voyager seule depuis que j'ai 18 ans. Et dans la vie, ce que je fais, c'est que je suis executive coach. Donc j'accompagne des entrepreneurs, entrepreneuses et dirigeants de boîtes à mieux gérer leurs émotions et à faire face au fameux ascenseur émotionnel de l'entrepreneuriat. Et je suis aussi créatrice de contenu. Donc j'ai Ok. un podcast, une newsletter et je publie pas mal aussi sur LinkedIn. Voilà, où je partage plein de réflexions, un petit peu du quotidien pour essayer de pouvoir réguler un petit peu nos émotions. Ok, trop cool. De toute façon, tous les liens que tu as cités, je les mettrai en description du podcast pour les curieux qui veulent te Oui. suivre. Du coup, toi, ce que tu fais du coaching émotionnel. Euh, du coup, ma première question, c'est pourquoi est-ce qu'on se fait coacher sur les émotions? C'est quoi l'importance de ce truc-là? En fait, tu vois, surtout dans l'entrepreneuriat, mais dans la vie en général, on a plein d'événements un petit peu extérieurs tout le temps qui arrivent, plein d'informations qui viennent à nous. Tu vois, c'est un peu de l'inbound de la vie. Et si on n'est pas capable de prendre du recul sur ça, on aura tout le temps l'impression, en fait, qu'on subit nos émotions, qu'on subit les événements. Et l'importance de savoir réguler ces émotions et de les comprendre, c'est de pouvoir passer des journées saines, en fait. De pouvoir dire, ok, Hmm. vient de m'arriver ça. Peut-être Ouais. pour l'instant je pense que c'est la cata, ou peut-être que je suis triste, ou peut-être que je suis frustrée, mais ça peut cohabiter avec que le reste de la journée je sois content, ou en tout cas que ma journée soit sereine. Et pas se laisser avoir un peu par ce truc de je me sens submergée, je me sens dépassée. Et c'est hyper important parce que les émotions c'est un truc que tout le monde a et qu'on nous a jamais appris à l'école à comprendre et à gérer en fait. Hmm. Ouais, c'est vrai qu'il y a quelque chose assez tabou, notamment aussi, je pense, enfin, il y a un truc qui me fait pop-up et après, c'est peut-être aussi un peu la période, etc. en ce moment, mais tu sais, je pense à un livre de Ben Never qui parle de Je ne suis pas viril et cette côté de l'homme qui ne peut pas être vulnérable, etc. Euh, c'est Ouais. des sujets. Tu connais un peu le livre, etc. Tu l'as vu passer?
Bah, en fait, j'ai vu passer et surtout que je me suis beaucoup intéressée sur ce type de réflexion qui était très liée aussi par rapport aux Hmm. hommes, dans mes accompagnements. Alors moi, Ouais, j'ai moite-moite des femmes et des hommes, donc j'ai vraiment les deux côtés. ouais. Mais la différence que je vois quand j'accompagne des hommes, c'est, la dureté, du discours, en tout cas du dialogue intérieur. Tu vois, le dialogue intérieur, c'est la façon avec laquelle on va se parler, on va se percevoir, on va Hmm. s'auto-juger. Et c'est vrai que quand j'accompagne des hommes, il y a vraiment une dureté dans ça. C'est un jugement très très sombre, très là c'est bien, là c'est pas bien, tu vois. Et c'est très lié à l'éducation aussi. Ouais. Donc c'est Et, un genre euh, qui... et par rapport à ça, comment... bah, là, je prends l'exemple de toi dans tes coachings. J'avais prévu de te poser la question, c'est quoi le problème que tu vois le plus en coaching? Enfin, je sais qu'on est tous différents, que du coup, forcément, tes coachings, je m'étais un peu renseigné, c'est du one-to-one, tu fais exclusivement ça. Hmm. Euh, mais si tu y avais une grosse catégorie de problèmes, le problème majeur que tu rencontrais et là où tu aides bah, du coup tes clients, ça serait lequel? Franchement, ça serait c'est vraiment le truc lié à l'entrepreneuriat de je viens d'avoir une mauvaise nouvelle, la perte d'un client, euh, une démission d'employé, peu importe, tous les aléas, un truc avec un concurrent, peu importe. Et ça, je rumine et j'arrive plus à passer à autre chose. Je suis en boucle, c'est en mode obsessionnel. Euh, Tant que j'arrive pas à le résoudre, je peux pas continuer sur les projets, ça me bloque, ça me met en colère. Et en fait, c'est vraiment ce truc d'être bloqué et de Mm. rester mentalement et émotionnellement avec cet événement et de pas réussir en fait à déconnecter même une fois que les personnes que j'accompagne rentrent chez elles, c'est bah je vais être avec ma copine ou mon copain, mon mari, ma femme et je vais en parler ou j'en parle pas, mais la personne me parle et j'y pense. Et c'est vraiment ce truc de pas réussir à revenir dans le moment présent qu'on est en train de vivre. Mm. Donc ça, je dirais vraiment ce truc de, ouais, un peu de ruminer sur les événements plutôt négatifs qui revient. Ok. Et ça, c'est quelque chose qui touche plus tes clients masculins ou ça touche aussi tes clients féminins? Ça, c'est plus, ça, c'est un peu kiff-kiff, je dirais. Ok. Dans les différences hommes-femmes, dans les dirigeantes que j'accompagne, il y a plus de syndrome de l'imposteur. Plus de je me sens pas Ok. légitime. Ce qui est pas très étonnant. Pareil, ça découle un petit peu de notre éducation et de la façon dont on nous apprend à pas forcément s'affirmer et dire haut et fort ce qu'on pense quand on est une femme. Euh, voilà. Et chez les hommes, ça va plus être sur la dureté, comme je te disais, du discours intérieur, du dialogue intérieur. Mais ce Ok. truc de un peu gérer les événements qui pop-up, qui sont négatifs et de ruminer, c'est vraiment dans les deux cas. Ça, c'est c'est intéressant. Euh, ok, du coup, toi, t'as déjà eu du coup un syndrome de l'imposteur dans ce que tu fais ou même sur autre chose peut-être? Ouais. Bah, Ça je t'a pense que échappé? je pense qu'il n'y a pas énormément de personnes qui ont jamais traversé ce syndrome de l'imposteur. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on passe un palier, ça revient un petit peu. Et c'est ok, c'est normal, et c'est parce que souvent, enfin moi j'ai aussi accepté de, ok, quand j'ai l'impression d'aller sur la next step et que j'ai un petit syndrome de l'imposteur, en fait ce que je fais, bah, c'est un état des lieux, ce syndrome de l'imposteur. Est-ce que je l'ai parce que je manque honnêtement de connaissances? Des fois, il faut que je fasse une mise à jour, et c'est ok, faut juste s'en rendre compte. Ou est-ce que c'est vraiment parce que je me sens pas légitime alors que j'ai toutes les compétences? Et ça, bah, la confiance en soi, ça vient en faisant, en communiquant, en partageant. Et je trouve que partager sur les réseaux, c'est un excellent exercice pour pallier à ce syndrome de l'imposteur. Parce que Ok. tu montres, tu démontres, tu démontres, tu démontres en fait. Et c'est une piqûre de rappel pour toi au quotidien. Et au moins, tu as de la matière à montrer, je trouve, à tes clients, à tes prospects. Et tu dis pas juste je sais faire ça ou je vais t'aider à. Mais tiens, regarde, j'ai un podcast, tiens, regarde, j'ai ma newsletter. Et tu laisses aussi un petit peu les gens juger ton travail. Hmm. Ouais. Publier, ça sert à un peu te rassurer et à démontrer aussi une certaine compétence. Euh, Mm. ok. Euh,
C'est- Quand tu parlais de paliers, c'est des paliers de chiffre d'affaires ou tu pensais à d'autres paliers? Non, pour moi, c'est pas des paliers de chiffre d'affaires, c'est très lié à des steps. Hmm. Par exemple, dans ma carrière, donc moi j'ai commencé, enfin ça fait pas longtemps que je suis en France. J'ai commencé ma carrière en Espagne. Et donc au début, tu vois, j'étais en tout ce qui était relations publiques, gestion de crise. Ok. Donc c'est un peu comme ça que j'ai démarré dans la gestion émotionnelle. C'est que j'avais un job où je me coltinais tous les problèmes. On m'envoyait tous les gens pas contents et tous les gros problèmes que tu peux gérer dans un groupe hôtelier. Ok. Et donc j'ai commencé, c'était trop cool, c'était trop chouette. J'ai été coachée, mentorée. Donc voilà, je me disais, ok, là, je me sens super à l'aise et super légitime dans mon job. Et d'un coup, paf, tu montes au poste de manager et tu as une équipe à gérer. Tu vois, ça va être plus des paliers comme ça, un peu de prise de responsabilité. Euh, Ok. et dans le coaching, moi, ça peut être, premièrement, ça a été de me sentir OK à coacher en one-on-one. Après ça, c'était OK. Après, c'est la création de contenu, où là, tu dis, ouais, bon, tu vois, je me souviens, les débuts, c'était au début, je suis qui pour prendre la parole sur LinkedIn, mon podcast, est-ce que ça va plaire? Après ça, c'est bon, c'était OK. Et là, je prépare mes premières formations, mes premiers produits. Et là, tu vois, je sens que j'ai été à une étape qui me bloquait un peu. Donc pour moi, c'est pas Ok. financier, ça va être vraiment plus la prise de responsabilité, de nouvelles tâches, Hmm. de l'impact aussi. Je pense que je mesure beaucoup l'impact que tu as sur des gens quand tu fais des nouvelles choses. Et que c'est pas à prendre à la légère et que le syndrome de l'imposteur, c'est un indicateur de ok, là, je fais un truc qui m'importe. Ça veut dire que j'ai envie de le faire bien. Et là, tu vois, en ce moment, je l'ai ressenti et du coup, je me fais accompagner par un coach spécialisé dans ça. Donc, trop cool. Ok. Putain, c'est trop bien. Parce que tu as parlé justement du coup de création de contenu. Moi, je te propose d'aller un peu plus dans ce terrain-là, du coup. Allez. Toi, création de contenu, qu'est-ce que ça t'évoque? euh, Plein de trucs, plein de choses positives. Mhm. De la créativité, de la liberté. Moi, c'est ce que j'adore. C'est de pouvoir me dire, t'as un terrain de jeu avec plein de médias possibles. Tu peux faire un blog, tu peux faire une newsletter, un podcast, de la vidéo, du TikTok. Et ça, c'est trop cool. C'est que tu peux vraiment choisir la plateforme qui correspond à ta personnalité et aller un petit peu toucher à tout et après décider. Donc, gérer de la créativité, de la liberté, de la connexion. Ouais. De la connexion, mais ça, numéro un. Enfin, moi, j'ai vu une différence sur ma vie depuis que je crée du contenu. À chaque fois que j'ai des nouveaux clients, je me dis, mais waouh, on est trop alignés. Avec mes clients, ça se passe trop bien. Mais en fait, c'est pas du tout un hasard parce que quand tu crées du contenu presque tous les jours, forcément, tu vas attirer des personnes pour qui ça résonne et les personnes qui peuvent pas te supporter en te lisant ou en t'écoutant dans un podcast Ouais. vont pas venir vers toi. Donc, c'est un super filtre. Et aussi en connexion par rapport à la petite communauté de créateurs de contenu. Où moi, aujourd'hui, j'ai des amis que j'ai rencontrés grâce au réseau il y a 1 an et demi, quoi. Ah ouais, trop bien. Et, euh, et j'imagine que le fit, même amical, se fait direct parce que bon, tu as juste à regarder une vidéo ou suivre un podcast et tu te dis, ok, je sais plus ou moins si je vais fitter avec cette personne comme mon Carrément. client. Euh, Toi, peut-être pas exactement, mais toi, à partir du moment où premier client grâce à la création de contenu, il t'a fallu combien de temps, tu le sais ça? Tu l'as en tête? En fait, moi, j'avais déjà des clients avant de créer du contenu. Mhm. Euh, D'ailleurs, j'ai créé mon podcast suite aux conversations avec mes clients. Ok. Donc ça s'est fait comme ça. Et après, par contre, avec la création de contenu, ça arrivait assez vite, hein. Avec mes premiers posts, je pense qu'une semaine après, j'avais un client grâce à la création de contenu. Donc au début, j'ai démarré beaucoup avec mon réseau que je m'étais construit ces Ok. dernières années. Et puis maintenant, c'est 100% la création de contenu. Et donc je dirais que à chaque fois, ça me fait quelques personnes qui me contactent par semaine, je pense. Ok. Maintenant, tu as un flux continu de clients, donc pour
tous les auditeurs qui nous écoutent, il faut que vous passiez par là. Et Ouais. ça, c'est vraiment c'est comme un patrimoine. Moi, je vois ça comme un patrimoine. Tu sais, un investissement que tu fais. Euh, il faut absolument le faire. Et tu disais quelque chose que je trouve est archi intéressant. Et moi, j'ai mis du temps à être OK avec ça. C'est qu'avant, tu sais, j'avais grave le syndrome de l'objet brillant en mode faut être partout, etc. Tu sais, un peu, voilà, quoi, ce syndrome-là. Ouais. Et tu disais qu'il fallait être sur TikTok et plein d'autres choses, mais et que, enfin, on le sentait dans comment tu l'as dit, que bah, il fallait que ce soit aussi adéquat à ta personnalité. Et je crois que ça, c'est un truc assez important, que parfois, tu sais, on n'y pense pas parce que personne le dit, j'ai l'impression. Hmm. Ouais, donc, et toi, Ouais. j'ai. Hmm. Donc, Euh, il y a vraiment un discours de il faut créer tout, il faut publier tous les jours, il faut publier un max et tout. Bah, moi, je suis pas du tout d'accord avec ça. Pas du tout. Je trouve que, alors peut-être qu'au début, publier un petit peu plus, ça permet, en fait, d'accélérer ta progression sur un réseau. mhm, Par exemple, le podcast, quand j'ai commencé, au début, j'ai dit je vais faire un épisode par semaine pendant 10 épisodes. ok, C'est beaucoup parce qu'en plus je l'ai fait en présentiel. Mais je savais que m'obliger à faire ça, ça allait me donner un rythme, une rigueur, un engagement, et que j'allais vite devoir apprendre à monter, à poser des questions, tu vois, que ça allait, voilà. Et une fois que j'ai dit ok, c'est bon, je sais faire, j'ai ralenti le rythme parce que sinon, en fait, t'es obligé de sacrifier d'autres choses. Et je trouve que quand tu publies tous les jours, mais déjà il y a de la fatigue, il y a de la fatigue mentale. C'est hyper fatigant et on a beau kiffer ce qu'on fait, on a beau kiffer et dire c'est pas du travail parce que c'est ma passion, ça reste quelque chose qu'on doit bien faire et mhm, donc ça reste une charge et après on doit publier, on doit interagir. Donc je pense que vaut mieux regarder sur le long terme le réseau qui nous correspond, qui mhm. nous épanouit sincèrement. Et par exemple, bah, le podcast, tu dois le savoir, c'est pas le réseau le plus, c'est pas le média le plus gratifiant au début. C'est dur. Mhm. Euh, c'est des formats un petit peu plus longs. Mais moi, je me suis dit, bah voilà, ça correspond sincèrement à ma personnalité. Et du coup, sur le long terme, je vais durer. Plus que si j'avais commencé par, je sais pas, TikTok, qui est très bien, mais qui me correspondait pas. Ouais, ouais, c'est pas le même média. Et moi, j'ai fait un podcast, je sais pas pour toi, mais j'ai commencé à choisir ce format pour justement une discussion longue Hmm. qu'on peut avoir là où à l'ère de TikTok, etc. On peut moins rentrer en profondeur, mais ce qui est assez normal, quoi. Ouais, exactement. Euh, Toi, comment tu fais du coup pour gérer ta création de contenu, vu que du coup, t'en crées quand même pas mal? Déjà, c'est quoi tes rythmes, ton rythme de publication de contenu sur quel réseau, et comment tu fais pour gérer ça? Euh, Du coup, j'ai commencé avec LinkedIn Ok, parce que j'adore tout ce qui est écrit. Donc j'ai commencé avec LinkedIn. Je publie entre 1 à 2 fois par semaine. ok. Donc deux max. Je crois que j'ai jamais publié plus de 2 fois par semaine. C'est vrai. Mais par contre, j'ai publié tout le temps. J'arrête pas. À Hmm, part bah, si je suis en vacances et que je veux être 100% off. Mais voilà, je me suis dit, je sais que j'aurai une rigueur en publiant 2 fois par semaine. Donc LinkedIn 2 fois par semaine. Après j'ai mon podcast où pareil, maintenant c'est un épisode toutes les 2 semaines. Le ok. podcast je le fais en présentiel. Donc ça me demande plus de temps logistique, ça me demande d'avoir des épisodes en avance. Après j'ai ma newsletter où là pareil c'est 1 fois toutes les 2 semaines. Donc une fois j'ai un podcast qui sort, la semaine d'après c'est une newsletter et puis ça vient s'alterner. J'ai ma chaîne YouTube qui vient de se lancer. Oui. Bon j'ai une vidéo mais trop contente. Mais- Bah oui. Et t'avais pas mal de vues en plus sur ta dernière vidéo. Bah oui, Alors, c'était avec Oussama Ammar, donc Mm. ça a Ça, intéressé c'est le gros hack pour démarrer une chaîne YouTube. de ouf. Hem, Comme ça, toi, du coup, j'ai ces réseaux-là et comment je m'organise, j'ai Mm. un espace Notion. Moi, j'ai tout sur Notion Ok.
Et j'ai un pote qui s'appelle Théo, qui fait beaucoup de no-code. Il a énormément de contenu sur les réseaux, qui m'a aidé à faire un beau tableau, trop bien. Et c'est vraiment, j'ai un onglet pour mes posts LinkedIn, un onglet pour mon podcast, et tout est centralisé, et j'ai juste à déplacer ça c'est ma V1, ma V2, c'est publié, j'ai fait ma newsletter, et ça vient les déplacer, donc j'ai pas à aller chercher où est-ce que j'ai mes notes, où est-ce que j'ai les informations de mes invités, tout est hyper centralisé sur mon Notion. Ok. Et du coup, comment tu fais pour capturer tes idées? Tu les mets directement sur Notion aussi? Alors non, ça je suis un peu moins méthodique. Ah, J'ai un dossier, tu sais, tu peux faire des dossiers sur Insta de tes enregistrements, puis tu peux ok, les ouais. trier. Hmm. Donc j'ai ça sur Insta, j'en ai pas mal, des vidéos un petit peu que j'aime bien, ou des posts aussi, parce que j'aime bien. Sur Insta, des fois, t'as des quotes, ça fait comme des tweets, c'est du format court, hyper impactant, et je me dis, tiens, ça résonne, est-ce que je pourrais en faire un post, une newsletter en le reprenant? Ouais. Après, j'écoute pas mal de podcasts, et là, ça va plus être mes notes iPhone. Mais Hmm. j'essaie tu vois, même quand je fais des captures d'écran, trucs que j'aime bien, j'essaie après d'aller tout mettre sur mon Notion et de faire un bloc, une idée. Et d'aller mettre la Ok. capture d'écran directement pour après pas oublier et avoir 1500 notes qui traînent. C'est exactement. T'es en train de décrire mon Notion, hein. Attention. Oups. Non, mais ça rechange intéressant parce que je trouve qu'il y a autant de personnalités que de façons de s'organiser. C'est pour ça que je te posais la question. Et comment t'as réussi, toi, à trouver ton rythme maintenant, actuel? Mon rythme de publication, c'est ça? Oui, ouais. Parce que c'est un rythme qui me permet en fait, c'est comment je me sens. Je me sens Hmm. épanouie. Je me sens contente de me dire qu'au moins une fois par semaine, j'ai un format long qui sort, c'est-à-dire soit mon podcast, soit ma newsletter. Donc une fois par semaine en format long, j'aime bien parce que ça permet d'approfondir les idées en plus que sur des posts LinkedIn. Euh, sans me mettre de pression en fait, parce que mon travail c'est d'accompagner mes clients. Ouais. Hmm. Mon travail c'est d'accompagner mes clients, c'est de coacher, c'est de continuer de me former, et en plus je fais de la création de contenu, mais je peux pas passer mes journées non plus enfin j'ai pas envie parce que j'adore coacher, donc c'est ça en fait, c'est que j'ai trouvé mon rythme parce que ça me permet de me sentir épanouie, d'avoir un contenu long une fois par semaine au moins, sans faire que je peux passer moins de temps avec mes clients, ou que je peux passer moins de temps dans ma vie aussi avec mes activités qui me font kiffer. Ok. Genre, trouver le juste équilibre. Hmm. Ouais, c'est pas facile. Tu l'as trouvé toi? Non, non. Non. Je suis très chaotique. En fait, en vrai, j'ai vu que ce qui correspondait à mon flow, si on peut dire ça comme ça, c'est des périodes où je suis extrêmement bourrin, mais du coup, ça demande des périodes où je suis très relâche. Mais le truc, c'est que d'un point de vue Hmm. création de contenu, tu vois, ça me demande énormément d'efforts d'être régulier. Mais Ouais. par exemple, tu vois, c'est genre, moi j'avais commencé LinkedIn et j'avais pris le max des abonnés à ce moment-là quand je m'étais dit, vas-y, pendant 30 jours, je vais publier 2 fois par jour, tu vois. Et bah, j'ai jamais loupé, mais après, j'ai fait pouf, tu vois, genre, Hmm. tout s'est relâché. Mais bah, du coup, tu perds en régularité, mais après, tu reviens et je t'en fais encore une semaine où j'en fais 2 par semaine. Donc, Ouais. Oui, c'est vrai que c'est faut pas trouver. facile. Tu Hmm. vas trouver, tu testes, et en fait, Oui. moi, ce que je m'étais dit, c'est que je voulais pas que ma création de contenu dépende de ma motivation Hmm. ou de mon inspiration. Et ça, c'est dur parce que c'est quand même une activité créative d'écrire, de résumer une idée. Mais, mais, euh, mais, mais je me disais, si j'attends de tout le temps être motivée ou de me sentir inspirée, en fait, j'aurais jamais de rigueur. Et donc, je l'ai vraiment structuré. J'ai des blocs dans mon agenda Hmm. dédiés à la création de contenu, et c'est tous les lundis et tous les mercredis, et je le sais, et je me dis, je m'assois
Et je me lève pas tant que j'ai pas pondu un truc. Mais par contre, je profite des moments d'inspiration, de motivation pour faire toutes mes captures d'écran, aller remettre mes idées, pour qu'après ce soit un petit peu fun le jour où j'ai un peu moins la motive, mais que je regarde j'arrive du coup à me replonger dans mon moment que j'avais eu un petit peu d'inspiration, tu vois. Ok. Toi, justement, ton bloc-notes, t'as le screen, t'as peut-être écrit un peu ce que tu voulais dire là-dessus et let's go, quoi. Ok. Ouais, c'est ça. Mm. Mm. Ok. Euh, Ça coûte combien de se faire coacher par la Queen Manon Tournant? Alors moi, c'est des accompagnements en général sur 3 mois. Donc, Mhm. excuse-moi. Donc, c'est des accompagnements avec entre 5, 10 heures de coaching. Ça dépend, c'est un petit peu à la carte parce que c'est du personnalisé. Et mes premiers accompagnements commencent à 1 500 euros. Ok. 1 500 € pour 3 mois, du coup. Ouais, pour trois C'est ça. mois et t'as 5 heures de coaching dedans. Ok. Et après, en fait, ça dépend. Enfin, ça dépend de si c'est sur 6 mois, si c'est sur 1 an, parce que j'ai des clients Oui. qui prennent pour 1 an, qui renouvellent. Ok. Voilà. Trop bien. Et c'est en visio ou au téléphone. Mes clients, ils aiment bien pouvoir se balader en même temps qu'on fait les coachings, des Mhm. fois. Ok. Comment t'as trouvé ce tarif, toi, des 1 500? Bah, en fait, au début, j'avais commencé. Tout le monde dit, faut pas faire un prix à l'heure, faut faire un prix à la valeur. J'ai trouvé ça super dur. Ouais. Je trouve ça super dur quand tu lances. Donc au début, j'ai commencé à 200 € de l'heure. Et puis après X clients, j'ai fait 250. Et puis après jusque 300. Là, je trouve que 300... Excuse-moi. Désolée. T'inquiète. T'inquiète. Euh, et après, tu vois, donc je suis arrivée aux environs de 300 € de l'heure. Comment est-ce que j'ai fait pour fixer le tarif? Bah, c'est un petit peu quand ton offre et ton marché se rencontrent, en fait. Est-ce que toi, t'es à l'aise euh, de proposer? Il faut être tu vois, je me disais, il faut que je me sente à l'aise avec le tarif que je propose. Et il faut Mm. que je sente aussi que sur 1 heure de coaching, je me sente pas, comment dire, je me sente pas frustrée, en fait, du prix. Et je savais que si je faisais un prix plus bas, Mm. je me sentirais pas valorisée dans mon travail. Mm. Donc j'avais déjà commencé avec, ok, à partir de combien je vais me sentir valorisée, parce que du coup ça donne la motivation, t'as envie d'être à la hauteur, t'as envie de bien travailler et t'es à 100% dedans. Donc j'avais un petit peu fixé ce prix plus de la valeur que je trouve juste. Puis après, j'ai augmenté avec le temps. Ok. Ok. Et est-ce que tu te dis tous les X clients, je monte le prix de 20%, etc. Ou non, tu fais ça un peu au feeling, quand tu sens que tu as passé un step, tu vois? Comment tu J'attends gères pas le ça? feeling. J'attends pas le feeling parce que sinon je trouve que ça vient pas souvent, ce truc de ah tiens aujourd'hui Mm. pour moi je vais me sentir légitime de monter de X. Non, ça vient pas. Du coup c'est plus par rapport soit au nombre de clients ou soit là par exemple le mois prochain j'aurai moins de place. Ok. Du coup au moins j'ai de place, au plus je monte mes tarifs en fait, Ouais. parce que je vends mon temps. Donc la Mm. seule façon quand tu vends ton temps, de pouvoir augmenter tes revenus tout en préservant ton temps personnel, c'est d'augmenter tes tarifs. Mm. Ok. Et, euh, et du coup, tu vends ton temps, mais du coup, à ce que j'ai compris, d'un point de vue dans ton solo business, il y a maintenant des produits qui vont arriver pour scaler. Euh, c'est quoi du coup ton objectif avec ce virage-là que tu fais? Ça découle beaucoup de ma communauté sur ma newsletter. Mhm. Parce qu'en fait, sur ma newsletter, j'ai pas que des dirigeants, des dirigeantes. Le coaching, c'est un budget. C'est à partir de 1500 Mm. euros. Donc, c'est quand même un beau ticket, tu vois. Tout le monde peut pas se le permettre. Et dans ma newsletter, j'ai beaucoup de personnes qui vont, enfin je sais pas, qui sont salariés, qui se posent des questions,
ou qui sont dans des reconversions professionnelles. Et du coup, j'ai eu beaucoup de demandes de coaching groupé, de produits plus accessibles. Ok. Et j'ai récupéré plein d'informations. Un petit peu comme mon podcast, je l'ai construit avec mes clients. Bah là, mes produits, je les construis avec ma communauté sur mes newsletters. Donc déjà, ça découle de ça. Donc l'objectif, c'est l'objectif de scaler, c'est de pouvoir avoir plus d'impact, de pouvoir avoir plus de revenus sans mettre plus de temps en fait. Donc c'est surtout ça en fait. Pouvoir avoir une offre sur ma communauté qui est pas ma cible première et avoir un produit plus accessible aussi. Ok. Euh, Tu sais quoi? Je te propose de passer à une question de l'ascenseur émotionnel, le jeu. Parce que je sais qu'on va qu'on va avoir des rebondissements. Ça a été prévu pour ça. Et j'ai envie d'avoir le temps de rebondir sur les sujets qui vont arriver avec toi. Je pense que ça peut être très intéressant. Euh, donc je mettrai un jingle, donc jingle pour le jeu de l'ascenseur émotionnel. Ta 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 ta. Bon, alors, le jeu de l'ascenseur émotionnel, pour la petite histoire, bah, du coup, c'est directement en lien avec ton podcast, l'ascenseur émotionnel de Manon Tournant, super podcast, qui est en description de ce podcast-là. Voilà, si vous voulez Quel l'écouter, call to abonnez-vous. action parfait comme on adore. C'est mon petit côté marketeur, ça. Euh, et du coup, dans le jeu de l'ascenseur émotionnel, oui. En fait, c'est que moi, je me suis fait coach, enfin, je me fais toujours coacher. Et durant le coaching, j'ai appris qu'il y avait plusieurs types d'émotions. Waouh, incroyable, tu vois. Quel apprentissage pour moi. Et l'idée, c'est de te challenger sur les différentes émotions. Attention. Euh, donc, la première Allez. question de ce petit jeu, c'est toi, Manon, du coup, qu'est-ce qui te met en colère? Euh, Peu importe que ce soit d'un point de vue business, d'un point de vue perso, qu'est-ce qui met en colère Manon Tournant? Alors en colère. Alors pour moi, comment je le ressens, il y a deux types de colère. Il y a la Mm. colère, un peu la colère intellectuelle de quand tu vois des choses, des situations qui te semblent injustes ou je sais pas, Mm. des situations injustes, mais que voilà, tu les vois en tant que spectateur. Mais vraiment de la colère que je ressens. Franchement, il y a un truc et ça paraît un peu banal, mais c'est les gens en retard. Ça m'énerve. Et après, il y a un peu dans la colère que l'on ressent, il y a toujours un effet miroir de si ça me met en colère, qu'est-ce que ça me renvoie, quel indicateur ça a. Et en fait, et ça me met en colère parce que pour moi, quand une personne arrive en retard, par exemple, tu vois, quand je vais voir mes copines et qu'elles arrivent 20 minutes en retard à une résa d'un resto, je te parle Mm. d'un bon retard, un bon Ouais, retard. Moi, ça me renvoie directement, mon temps vaut plus que le tien. ouais. Enfin, on me respecte pas là, quoi. Ouais, c'est ça. Là, tu m'as pas respecté. Mais c'est pas une colère immense. Mm. Enfin voilà, c'est juste ça m'énerve un peu. Ça Et t'irrite. ouais, ça m'irrite. Mais je le dis du coup, je le dis. Et après, qu'est-ce qui me met en colère? Pas grand-chose. Je pense que ça m'agace plus que ça me met en colère. Mm. Mais je ressens pas énormément de colère et tu vois, les fois dans ma vie où j'ai pu ressentir de la colère, je suis le genre de personne où je vais ressentir de la colère 2 secondes et après ce que j'ai, c'est de la tristesse. Tu vois, ça Ok. va monter et je vais avoir envie de pleurer. Et en fait, c'est juste ça, enfin, ça va être une situation qui me rend triste. J'ai pas d'exemple concret, mais je sais que les fois où ça a pu m'arriver, c'était plus ça.
Ok, Voilà. ok. C'est de la tristesse par rapport à la situation ou c'est de la tristesse par rapport en mode oh là là, on m'a pas respecté, tu vois ce que je veux dire? Et ça te rend triste. Non, en général, c'est plus de la tristesse par rapport à la situation. Je sais pas, par exemple, en fait, j'ai plus trop d'exemples en tête. Ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé, mais quand j'étais plus Hmm. jeune, bah, par exemple, je sais pas, je me prenais la tête avec mon frère ou avec ma mère. Ah, tu vois, Oui. c'est bête, c'est un exemple du quotidien, mais bah, on se prend la tête, je vais m'énerver et après, en fait, bah, j'étais juste triste de me dire, mais j'arrive pas à m'entendre, on n'arrive pas à se comprendre, on n'arrive pas à Hmm. communiquer, pourquoi, comment ça se fait? Et en fait, bah, ça m'attristait. Ok, Donc la colère, elle dure jamais trop longtemps. ok, ouais. Ouais, tu rebondis tout de suite pour trouver une solution pour pas rester dans cette situation. Ok. Ouais. Hmm. Du coup, pour varier dans les émotions, maintenant, du coup, qu'est-ce qui te met en joie, toi? Ah, j'adore cette question. Ah, Plein de trucs, plein de trucs, ok, plein de trucs. Je pense que j'apprécie beaucoup la vie que je me suis créée, la vie ok. que je mène. Et ce qui m'enjoie, c'est vraiment les petits détails du quotidien. Tu vois, là, je suis en Afrique du Sud. Tous les jours, je me lève depuis plusieurs mois en me disant que je suis trop contente d'être en Afrique du Sud, mais tous les matins. Euh, j'ai une grande baie vitrée. Bah, tout à l'heure, je t'ai dit, je vais fermer la baie vitrée. Il y a le bruit des Oui, oiseaux. le bruit des oiseaux. Bah, quand je me lève le matin et que je vois le petit rayon de soleil, le bruit des oiseaux, l'odeur du café, je suis refaite. Je me dis, bah, cette journée, elle commence déjà super bien, avec les petits plaisirs. Ouais. Euh, donc, tous les petits détails comme ça de la vie quotidienne que j'aime bien. J'aime beaucoup les petites choses. Et après, ce qui m'enjoie, c'est bah, d'être avec mes amis, d'être avec ma famille, de créer des connexions profondes, en fait. Hmm. D'ailleurs, je te fais le parallèle, mais c'est une question aussi pour moi, tu vois. Genre, comment t'as su, toi, ce qui t'a mis en joie? Parce que je sais que moi, justement, mes coachings et tout se font aussi par rapport à ce sujet-là, tu vois. Ok. Comment comment t'as su déterminer ou... Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de feeling stars, mais tu sais, tu te dis, putain, mais ça, c'est un truc, je le veux dans ma vie, je le veux dans ma vie, et ça me procure vraiment de la joie, tu vois. Je sais pas si Trop c'était clair intéressant. comme question. Hmm. Oui, c'est comment tu sais que ce vers quoi tu vas te procure vraiment de la joie, c'est ça? C'est ça. Eh ben, en fait, déjà, je pense qu'on essaye tout le temps de chercher de la joie ou du bonheur, alors Hmm. que pour moi, ce qu'on devrait... L'indicateur, en tout cas, le plus simple à avoir, c'est ton niveau de sérénité. C'est ton niveau de sérénité. Hmm. Et ton niveau de est-ce que là je me sens en paix? Est-ce que je me sens serein? Est-ce que juste je me sens bien? Parce que les moments de joie, les moments de bonheur, comment est-ce que tu sais si c'est de la joie pure ou si c'est un shot de dopamine parce que tu viens d'atteindre un Hmm. objectif que tu t'étais fixé? Et ça, en fait, ça te rend malheureux tout le temps. Parce qu'une fois que tu l'as, tu veux quelque chose d'autre. Hmm. Donc déjà, je pense que apprendre à faire un petit peu la différence entre ces émotions-là, de je veux me sentir serein, je veux me sentir en paix et je veux me sentir en joie. Il y a une vraie nuance dans ça qui est super importante. Et c'est quand tu te sens en paix, c'est quand tu te sens serein, quand tu te sens ok. Tu sais, ce truc de c'est bon, je peux souffler, je suis ok. Et Ouais. pas être dans la joie ou dans les bas. Et ben c'est comme ça que tu vas pouvoir aller savourer, capter des petits moments de joie, des petits moments de bonheur qui vont venir à toi. Et, euh, et j'ai fait aussi un vision board. Moi j'adore cet exercice, un vision board, mais en mettant des émotions. Tu vois, j'aime pas dire bah quand je serai, je sais pas, dans 10 ans, j'aurai cette maison, ou j'aurai ce truc, ou j'aurai ce machin. Hmm. Je l'ai pas fait avec des choses, je l'ai pas fait avec par exemple un mari et 2 enfants. Je l'ai pas fait avec des trucs hyper concrets, mais je l'ai fait avec des ressentis et Ouais. émotionnellement comment est-ce que j'aurais envie de me sentir. J'ai envie d'avoir de l'amour autour de moi, j'ai envie de me sentir libre, j'ai envie de me sentir sereine, j'ai envie de me sentir en bonne santé. Et je trouve déjà quand tu décorrèles ton état émotionnel d'objets,
et que tu vas plus Mm. rechercher un état émotionnel que comment est-ce que ça vient se concrétiser, c'est plus facile en fait d'enlever une pression Ouais. d'un objectif qui du coup te met dans le contraire de la joie, mais dans la frustration et dans le manque en fait. Mm. Je sais pas si c'est Ouais. clair. Ici, c'est très clair. J'avais une image qui est venue en tête. C'est que c'est vrai que si tu te dis, tiens, je veux cette grande maison avec piscine et tout ce que tu veux, vue sur un lac en Sicile ou je sais pas quoi, tu vois, lac Léman, allez hop. Allez. Euh, bah, c'est vrai qu'il y a, il y a un peu. Bah, si tu l'as pas, t'as raté. Alors que si tu prends du plaisir plutôt à juste faire la course au lieu de se dire j'atteins l'arrivée et tu dis que l'objectif c'est faire la course et me sentir bien quand je cours, bah en fait tu contrôles beaucoup plus ton kiff et ton kiff en plus tu l'as plus longtemps parce que bah, tu cours plus longtemps alors que l'arrivée t'arrives une fois et après il faut recommencer une course quoi. C'est exactement ça. Hmm. C'est Ok, exactement ça. c'est méga intéressant. Et pour moi, c'est tout un exercice aussi de coaching. C'est la différence entre avoir des intentions de vie et avoir des Hmm. objectifs de vie. Donc les intentions, c'est identitaire. J'ai commencé avec les objectifs. Les objectifs, ça va être, je veux perdre 3 kilos cette année, je veux aller à la salle de gym 4 fois par semaine, je veux avoir une maison en Suisse. Alors que des intentions, c'est identitaire, c'est je veux être une bonne personne, je veux être une personne en bonne santé, je Hmm. veux être une personne bien entourée. Et en fait, tu vois, ton intention de vie, elle est identitaire, elle fait partie de toi. Et du coup, tu vas tester plein d'objectifs, mais tu t'en fous des objectifs parce que ça devient des outils. Les objectifs, c'est pas la Ouais. finalité, c'est l'outil qui va t'aider à faire ça. Ok. Ouais. Ouais, c'est méga intéressant et je pense que en tout cas, pour moi, je pense que c'est quand même une bonne façon de faire, beaucoup plus saine Hmm. sur le long terme, tu sais. Là où on voit beaucoup de posts Instagram et des trucs un peu, tu sais, les trucs dans motivation, bi-entrepreneur, c'est pas du tout ce discours-là, quoi. Non. Donc on peut encore plus tomber dans le panneau. Bon, après, si ça en motive, c'est bien, mais enfin, ça peut aussi très vite faire culpabiliser. Ouais, c'est ça, parce que souvent, on est nous au service de notre objectif. Oui, ouais. Ce qui est ouf. Et un objectif, à la fin, tu as un résultat. J'ai échoué, j'ai réussi. Tu l'as dit tout à l'heure. Avec la Mm, maison, si je l'ai mm, pas, c'est que j'ai raté. mm. Et donc l'objectif devient plus un outil, ça devient la finalité et ça rend malheureux. Mais pareil, on a grandi avec des objectifs de il faut avoir une bonne note, il faut avoir ton bac avec mention, il faut avoir des études avec je sais pas quoi, il faut arriver premier dans je sais pas quoi. Donc est-ce que t'as fait tes devoirs, est-ce que t'as fait ci, est-ce que t'as fait ça, est-ce que t'as gagné ça? On est tout le temps dans le faire et pas dans l'être. Donc c'est normal que ce soit dur aussi de faire un petit peu le tri dans tout ça. Mm. Toi, dans, dans ton solo business, du coup, par quelle émotion tu es passé? Euh, Tu vois, si tu peux déterminer des étapes un peu genre début, milieu et maintenant, tu vois. Euh, alors au début, j'étais très à l'aise dans ma bulle avec mes clients quand je faisais pas de la création de contenu. Ouais. J'étais bien, j'étais contente, ça démarrait bien. Quand j'ai commencé la création de contenu, je suis passée par un mélange d'émotions hyper curieux, surtout sur LinkedIn, de j'avais envie de créer, en même temps la plateforme, elle me frustrait pas mal. Donc je pense qu'avec la création de contenu, j'ai eu de l'amusement et de la frustration parce que justement je devais naviguer surtout sur LinkedIn dans des discours très éclate tes barrières mentales en 3 pas, quand on veut, on peut, faut y croire pour y arriver. Tu vois, tous ces trucs comme ça où je saturais trop. Et j'avais l'impression qu'il y avait que ça, que des discours hyper dans la motivation, dans le dev perso de comptoir, il n'y a pas de vrai obstacle, c'est que des barrières mentales. Et du coup, au niveau de la création de contenu, je suis passée par une émotion un peu de doute et de frustration de comment est-ce que je fais pour pas tomber dans un message que j'ai pas envie de donner moi. Parce que quand on veut, on peut, j'y crois pas du tout.
quand t'as fait une école de commerce, quand t'as un environnement familial où t'as une chambre tout seul pour faire tes devoirs dans le calme et tout. Trop bien. Mais je pense qu'il y a plein de personnes pour qui c'est pas le cas. Et des fois on veut et on peut pas. Donc je pense que j'étais passée par un stade un peu de création de contenu de doute. Mais je m'étais dit, bah, c'est une occasion de créer un truc plus à mon image. Et de peur aussi, parce que, tu vois, tout ce qui est lié aux émotions, je m'étais dit, bon, ça peut être un peu un truc de moquerie, parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est encore tabou. Donc, quand j'ai mis la première fois coaching émotionnel partout, j'ai fait, oh là là. Et j'ai eu des messages de moquerie, donc bah C'est j'avais vrai. raison, ouais. Merde. Mais c'est pas grave, enfin au final, j'ai vu que ça changeait pas grand-chose et que ça résonnait chez plein de personnes. Et après, bah forcément, les gens te soutiennent sur tes contenus, tout ça, donc ça prend le dessus évidemment sur les quelques moqueries. Donc je dirais ouais, un peu de peur, doute et en même temps amusement au début de la création de contenu surtout. Et là, bah là je me sens trop bien avec tout. Et juste, bah, comme je t'expliquais tout à l'heure, peut-être un petit peu d'appréhension sur certains sujets avec les premiers produits, tout ça. Mais du coup, bah, je me fais accompagner. Ok, trop bien. Euh, je mets une petite pause sur le jeu de l'émotion parce que tu as parlé d'un sujet qui est propre quand même pas mal au solo business. Tu as dit, tu as parlé de ton image. Donc, du coup, ça met, ça fait écho au personal branding. Toi, personal branding, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Pour moi, c'est bah, ce à quoi vont t'associer les personnes, je pense. Mhm. Enfin, je sais pas. C'est ouais, le ton avec lequel tu vas parler, les mots que tu vas utiliser, la proximité que tu vas créer aussi avec les gens, parce que tu choisis. Pour moi, c'est pas parce qu'on crée du contenu qu'on doit parler de tout et que Mhm. on a une obligation d'être à 100% transparent sur tous les sujets. Ça, j'y crois pas du tout. On a le droit à notre petite bulle personnelle et les choses qu'on a envie de parler ou pas, dont on a envie de parler ou pas. Donc pour moi, le personal branding, c'est à la fois ce que toi tu choisis de dévoiler et bah, surtout comment les gens te perçoivent. Enfin moi, je sais que bah, c'est les émotions du coup, donc c'est que ça doit bien... c'est que je suis OK Ça dans doit la bien ligne marcher. édito. Ouais. Tiens, d'ailleurs, toi, quand tu as commencé à parler, etc., j'imagine qu'à un moment donné, justement, tu t'es posé des questions en mode, ok, sur quoi je vais prendre parole, grosso modo, ou pas, hein. Peut-être que tu l'as Mm. pas fait, peut-être que ça s'est fait naturellement. Toi, c'est qu'est-ce que tu t'es dit et comment tu as fait ce travail-là de, ok, je vais parler de ça et ça, parce que parfois j'ai l'impression que, tu sais, bah, je sais pas si on est, bah, quand on a une thématique appropriée, et parfois, si on a envie de parler sur autre chose, comment tu fais pour gérer ça aussi? Ouais, alors effectivement, ça a été une question. Au Mhm. début, si je suis vraiment honnête, je sais pas comment dire, mais je le vois beaucoup avec mes amies créatrices de contenu. T'as pas forcément les mêmes questionnements quand t'es une femme qui crée du contenu. Ok. Parce que je pense qu'il y a moi j'avais une appréhension du type de message que tu peux recevoir, de l'image que tu peux donner. Et tu vois, par exemple, les posts avec des tons un petit peu plus légers ou quoi, je m'y autorisais pas au début. Parce que Ok. je sais que inconsciemment, il y a un jugement beaucoup plus dur sur le thème de la légèreté en général, mais encore plus quand t'es une femme, on s'y autorise moins parce qu'il faut prouver, parce qu'il faut montrer que t'es là, que t'es compétente et que tu dois redoubler d'efforts. Donc ça a été un Mm. sujet, mon positionnement par rapport à ça. Après, bah, j'ai fait le fameux tableau des 3 thèmes sur lesquels je voulais parler. Donc c'était bah, ma vie en tant que freelance, le freelancing, l'entrepreneuriat. Le deuxième bloc, c'était la gestion émotionnelle. Et après, c'est la création de contenu. Et du coup, je me suis dit, ok, j'ai ces 3 thématiques pour pas me perdre. Parce que je trouve qu'au début, tu dis, j'ai envie de parler de ça, mais si je parle de ça, ça va m'enfermer.
où tu vois, t'as un peu ce truc de tu sais pas par quoi commencer. Donc, j'ai fait ces 3 sujets. Et voilà, et globalement, du coup, ça englobe pas mal de sphères de ce que je fais. Donc, je me Ouais. sens bien dans ces thématiques-là. Je sais pas si ça répond à ta question. Si, carrément, Ok. t'as fait l'exercice avec tes 3 thématiques et, euh, et c'est OK. Euh, Ouais, c'est ça. j'ai j'ai- j'ai une autre question, c'est toi, qu'est-ce qui te... du coup, on retourne dans le jeu de l'ascenseur émotionnel. Allez. On a fait la peur, on a fait la joie. Toi, c'est quoi qui te dégoûte? Et quand je dis te dégoûte, je parle pas d'un plat, je parle plutôt c'est une sorte de type de comportement où c'est quelque chose, tu vas faire, ah là, tu vois. Ouais. Euh, Qu'est-ce qui me dégoûte? Franchement, je suis plutôt dans ma bulle, donc qu'est-ce qui me dégoûte? Ben, ça va être un peu les comportements. J'ai fait pas mal de contenu sur ça. Des Mhm. gens dans des groupes qui vont couper la parole assez régulièrement. Ça, il y a vraiment un type de personne. Mhm. Après, voilà, c'est des choses émotionnelles à gérer, c'est ok. Mais il y a des personnes qui vont systématiquement couper la parole, qui vont systématiquement vouloir parler plus et tout. Et, euh, et je pense que ça me dégoûte, mais pareil, que ça renvoie tout le temps à un truc, c'est que moi avant j'étais timide, je suis très introvertie, je passe énormément de temps seule. J'adore les conversations profondes, j'adore passer du temps avec mes amis, et ce temps est pas mal divisé, tu vois. J'ai le temps avec les gens et après j'ai des journées entières toute seule. Donc je pense que c'est ça qui pourrait me dégoûter un peu, quoi. Voir l'incapacité, voir l'immaturité émotionnelle d'une personne dans un groupe. Ouais, Et que cette personne, tu sais, des fois tu parles à des gens qui ont 30, 40 ans. Et tu te dis, attends, t'as pas vu que cette personne-là, elle a envie de dire un truc et que ça fait 3 fois que tu la coupes. Tais-toi. Apprends à te ouais, taire. Apprendre à se taire, c'est une compétence sous-estimée, je pense. Parce que c'est facile de rebondir. On peut tous rebondir sur des trucs, mais par contre, laisser place au silence et laisser les autres s'exprimer, ça demande de l'écoute. Donc je dirais ça. hmm. Ouais, je suis totalement d'accord. Je suis un peu pareil sur ces choses-là. Genre, c'est capter l'ambiance de la pièce et que les gens comprennent absolument pas que. Enfin, tu vois, c'est en mode, mais comment tu peux faire pour ne pas le voir, tu vois? Et, et j'ai compris personnellement que, tu sais, genre, c'était pas non plus une question d'âge. Avant, je pensais que, tu sais, c'est dans la maturité, c'est dans le bloc où on dit, tiens, tu comprendras quand tu seras plus mature. J'ai vite compris qu'en fait, l'âge, c'est juste ton corps qui vieillit, mais sinon, toi, tout le reste, a rien à voir, quoi. C'est vrai. Et- mais ça, et c'est un truc qui m'a mis aussi beaucoup OK, moi, avec le fait de vieillir, tu sais. Euh, Tu vois, je sais, tu sais, il y a des étapes 20, 25, 30, c'était les grands trucs. Et maintenant, moi, je sais que là, je suis sur ma 25e année, tu vois. Genre, et c'est OK. Et là, j'ai tous mes potes sont en mode waouh, 25 ans, putain, on est proche Ouais. des 30 ans ou des trucs comme ça. Genre, en mode, ouais, les gars, c'est OK, ça met la pression. Donc, Ouais, donc t'as donc vu que t'es pas en ouais. rapport avec l'âge, ouais. Hmm. Et tu disais un truc archi intéressant dans ta réponse, et ce qui m'avait pensé à une autre question, du coup. Est-ce que j'imagine que tu connais un peu l'expression les signes faibles chez une personne. C'est quoi, toi, pour toi, les signes faibles que tu bannis et enfin, tu vois, qui c'est pour toi des red flags, pas d'un point de vue client, mais d'un point de vue personne d'une manière générale. La jalousie. Les gens jaloux, les gens où je vais voir que, tu sais, tu les connais pas trop, mais tout de suite ils vont me parler du succès des gens, ou essayer de minimiser, essayer de justifier. Hmm. Non, mais cette personne elle a réussi, mais ou je sais pas, cette personne elle est belle ou il est beau, mais enfin c'est fake. Genre, tu vois, ça peut être ça paraît être
superficielle ou à des petits commentaires ou quoi. Mais pour moi, c'est un sacré indicateur, la jalousie, dans tout type de relation. Le fait de tout le temps parler, comme ce dont on a parlé, quoi. Plus que couper la parole, c'est l'incapacité d'avoir une écoute. Ça, c'est red flag. Ouais. Et franchement, bah les gens, un peu les gens radins. Tu vois, quand t'es dans un groupe d'amis et Ouais. que au moment, c'est ouais, mais alors, ok, donc ce que tu prends, toi, c'est 1,50 € de plus, donc du coup, dans l'addition à la fin, non. Oui. Ouais, ouais, ouais. Il y a une différence entre partager et la radinerie où c'est en mode ah non, là, tu me dois 70 centimes, mon gars. T'es en mode, Ah ouais, c'est ça. Ça, bof, parce que je me dis, ça traduit une peur du manque, ça traduit beaucoup d'insécurité. Voilà, après, est-ce que c'est dire qu'une personne qui est comme ça sera jamais mon amie? Bah non, les gens, ils ont aussi plein de qualités. bien sûr. Mais c'est un petit peu, je dirais, les 3 red flags en tout Hmm. cas, que je vois le plus. Hmm. Ouais, ouais, je suis d'accord. Jalousie, radinerie et beaucoup. Enfin, je suis peut-être plus dur que toi sur la radinerie, moi, par contre. C'est Tu vois. vrai? Ah ouais, en vrai, c'est ok, mais pour moi, ça veut dire beaucoup de choses. Et je me dis, est-ce que j'ai envie de passer, tu vois, alors que la personne rentre dans mon cercle, etc. Forcément, ouais, elle est pas forcément mauvaise, mais je sais pas. Tu vois, il peut y avoir plusieurs trucs. Et est-ce que, tu vois, genre, je me dis, est-ce que ça peut avoir effet domino et Complètement, je sais pas, tu vois. complètement. Bah, entre Donc, potes, ça peut te gâcher des vacances, hein. ah, mais. Ah ouais, tellement. Mais moi, ça va, j'ai pas connu ça à l'extrême. Parce que, tu vois, limite, je disais, bon, écoute, si vraiment ça te dérange, t'inquiète, je prends. Et enfin, S'en fout, on quoi. arrondit, tu vois, ouais, enfin, parce que c'est un truc qui va prendre la tête, etc. Je préfère, tu vois, me dire, c'est pas grave, j'ai payé plus, mais au moins, tu vois, d'un point de vue prise de tête, je suis OK, tu vois. Parce que une des grandes valeurs, personnellement, que j'ai, c'est la tranquillité, tu vois, d'esprit. Ouais, Euh, et comme ça, trop bien. enfin, pour moi, ça vaut tout l'argent du monde, quoi, tu vois. Mmh. Sinon. Trop, ouais, trop bien. C'est pour ça que en off, quand il y avait les oiseaux et qu'on parlait, j'étais en mode, ah, moi je suis sur Paris, ce serait bien d'aller en Afrique du Sud, tu vois. C'est super sympa, je recommande. Mais je vais regarder, c'est Captain, là où t'es, là. Ouais, c'est Je- Cape Town, ouais, ouais, c'est je trop chouette. regarderai pour un voyage imminent. T'as bien raison. Euh, et écoute, on s'approche tout doucement, tranquillement aux questions de fin. Ok. Et comme c'est des questions où là aussi il y a du rebondissement total, tu vois, on y va smooth, tu vois, dans le flow dans lequel on est, quoi. Euh, dans les questions de fin, j'aimerais- c'est des questions, du coup, tu as écouté les podcasts où je te demande de ranker plusieurs catégories. Mhm. Euh, et j'ai envie d'habitude, j'en ai trois, tu les connais, du coup. Et j'ai envie de changer un peu, de mixer. Allez. Et du coup, j'ai envie de te demander si tu devais de ranker, on va dire, tes amitiés, la, la- et tout ce que tu peux entendre toi par rapport à amitié, Hmm. euh, tu rankerais ça sur une de 0 à 10. Tu noterais ça, tu mettrais ça à quelle échelle? Ouais, T'as pas mon le droit au cercle 7. proche. J'ai pas Hmm. le droit aussi. Au 7. Tu J'ai peux pas le dire droit au 6. 7. Ok. Mon cercle proche, au niveau de la qualité de mon cercle proche, 10 sur 10. Allez, c'est quoi, je vais mettre 9 sur 10. Parce que Ok. le fait de voyager, c'est pas forcément évident. Euh, Hmm. Parce que là, ça va, les derniers voyages que j'ai faits, j'ai eu de la chance, j'ai mon cercle proche à chaque fois qui est avec moi. Donc on n'est pas dans Trop les bien. mêmes maisons, parce que j'aime bien vivre seule, Hmm. mais Hmm. on est dans les mêmes quartiers.
Tu vois, là, en Afrique du Sud, j'avais l'un de mes meilleurs amis qui est Elliot Meunier. Ok, ouais. Et ben, on vivait à côté. Après, on a fait 3 Hmm. semaines de coloc. Mais après, on vivait à côté, donc trop bien. Quand j'étais à Bali, pareil, j'étais avec mon cercle proche. Mais 9 sur 10 parce que j'ai fait beaucoup, beaucoup de, de tri dans mon cercle proche. J'ai eu ma première rupture amicale quand j'étais au lycée. De dire, t'es mon ami, je te kiffe trop, mais là, l'impact que tu as sur moi, que je peux avoir sur toi, c'est pas ouf, donc il faut qu'on s'éloigne. J'ai appris à le faire très jeune, et ça a Hmm. vraiment fait qu'aujourd'hui, euh, bah, je prends beaucoup de temps à essayer de soigner mon cercle proche, de prendre du temps, et avoir aucune... Enfin, je dis pas que c'est pas dur, mais en tout cas, je sais à chaque fois que c'est bénéfique de vraiment me séparer et de mettre un peu de la distance avec des personnes qui seraient juste qui ont pas, elles sont pas forcément toxiques. Je pense qu'il faut pas direct dire cette personne est toxique, mais juste qui n'ont pas l'impact que j'aime dans ma vie. Donc 9 sur 10 Hmm. parce que je suis hyper hyper bien entourée de bonnes personnes. Euh, et on prend tous et toutes soin les uns des autres. Donc trop contente sur ça. Trop cool. C'est Ouais. c'est archi intéressant. Tu as dit un terme qui, je trouve qu'on on en parle pas assez. Bon, après, je fais juste une parenthèse dans le podcast, etc. Mais en vrai, même quand enfin, dans la vie générale et encore plus quand on fait où on s'écarte un peu des normes, donc on a un seul business ou entrepreneuriat en général, son cercle proche et et tous ces cercles, des gens qu'on fréquente et tout, c'est archi important. Et tu as parlé d'un terme que je trouve, enfin, moi, j'ai conscientisé le truc il y a peut-être une ou deux années, tu vois, donc ça, c'est quand même récent. C'est la rupture amicale. Et on parle beaucoup de Mmh. rupture amoureuse, c'est ok Mmh. parce qu'on flirte, on machin, tiens. Mais rupture amicale, c'est quelque chose qui, tu sais, j'ai l'impression que dans le collectif, tu sais, c'est pas ok. Dans le sens où bah, on est amis, il n'y a aucune raison de se séparer, alors qu'en vrai, parfois, il faut, quoi. Mais sans que ce soit vraiment toxique, parce que bien sûr, quand c'est toxique, ça tout le monde comprend, parce que voilà, personne n'est toxique pour toi, etc. Mais parfois, comme tu l'as très bien dit, et je suis content de coup d'avoir posé la question, tu parlais d'impact que toi tu ressens dans ta vie. Ça veut pas forcément dire que la personne est mauvaise, mais que toi c'est pas vraiment ce que tu veux. Et du Mmh. coup, parfois, voilà. C'est Je archi suis... intéressant. Ouais, ouais, bah, du coup, je rebondis, mais tu vois, t'as dit, parce que comment t'as dit ça? Dans l'inconscient collectif, c'est ok les ruptures amoureuses, mais on parle pas des ruptures Hmm. amicales. Et bah, c'est encore une fois un peu dans la pyramide des valeurs sociétales, c'est l'amour romantique. Il faut l'amour Mhm. romantique dans ta vie, l'amour romantique c'est au-dessus de tout, l'amour romantique ça te fait faire des folies. Et du coup, bah, on parle de ces ruptures-là, il y a plein de ressources sur ça. Alors que l'amitié, qui est bah, au final un amour qui dure aussi plusieurs années et qui peut durer plus longtemps. Et donc les ruptures amicales et même les ruptures professionnelles, Ouais. et ben c'est vrai qu'il n'y a pas énormément de ressources sur ça, ou alors c'est non mais t'inquiète, c'est bon, c'est une pote, mais des fois ça fait trop mal Oui. au cœur. Et tu sais que tu dois t'éloigner de la Ouais. personne, mais c'est pas pour autant que c'est facile. Mhm. Non, mais ouais, très clairement. Je sais pas si tu as fait le travail. Moi, j'ai fait ce travail-là récemment. J'ai fait plusieurs cercles, tu vois, pour faire comme une constellation. Et bien sûr, au centre, bah, c'est vraiment mon cercle très très proche. C'est vraiment très très dur, parce que je mets beaucoup de temps à avoir vraiment confiance aux gens, etc. Et tu sais, c'est horrible, on peut penser que c'est horrible, mais tu sais, j'ai placé les gens dans les cercles en fonction de à quel degré on est potes et quand est-ce qu'on est amis, sachant que pour moi, quand on est amis, tu vois, c'est la famille, c'est tout ce que tu veux. Genre, et ça permet, je trouve ça intéressant parce que ça permet vraiment de conscientiser bah, tes relations et c'est ok. Et les gens, ils peuvent bouger, fluctuer un peu comme des planètes, tu vois, vraiment, c'est une constellation, tu vois. Ouais. Je sais pas si t'as fait une sorte d'exercice comme ça ou si t'es directement très conscient pour toi. Si, si, c'est super intéressant l'exercice Mm. dont tu parles et je le recommande à plein de personnes. Il y a plein de méthodes pour le faire. Alors moi, je le fais pas dans des cercles, je le fais avec des intentions, Mm. c'est-à-dire l'impact que les gens Ok. ont sur moi. Par exemple, est-ce que je me sens, je sais pas, c'est des personnes avec qui j'adore m'amuser parce que
Surtout quand tu te lances à ton compte, j'ai entendu plein de personnes dire non, mais maintenant, les gens qui sont pas dans mon mindset, entrepreneuriat, dev perso, grandir et tout, Ouais. c'est voilà. Bah trop pas. Moi, j'adore avoir mes copines où quand elles me voient, elles s'en foutent complètement de ce que je fais. Mm. Que aujourd'hui je sois salariée, entrepreneuse, solopreneuse, elles s'en foutent. Donc j'ai vraiment fait par rapport à de l'impact. Est-ce que avec ces personnes je me sens en paix? Est-ce que je sens que c'est mes piliers? Et en plus, en complément de cet exercice, un truc que je propose aussi, j'ai fait un sorte d'exercice d'auto-coaching gratuit. Et t'as les personnes de ton cercle proche, mais t'as aussi les personnes avec qui tu passes le plus de temps. Donc du temps présentiel, téléphone, peu importe, que ce soit volontaire ou pas. Parce que en général, on veut faire le tri dans le cercle proche et tout. On se dit, ok, cette personne c'est mon ami, cette personne c'est une pote, enfin voilà, je sais pas comment on fait nos degrés d'interaction. Mais après, il y a la réalité. Et des fois, tu dis, ok, ce collègue ou ce client, ou peu importe, combien de temps ça me prend dans ma journée, dans ma semaine. Et en fait, c'est aussi ça qu'il faut travailler, quoi. C'est des fois les personnes avec qui tu passes pas du temps volontairement, mais qui font partie de ta vie. Ouais, ouais, carrément. Ouais, carrément. Bah, je vous invite j'invite les auditeurs du podcast à faire cet exercice si c'est pas déjà fait, parce que c'est vrai que c'est vachement intéressant et en plus là on a eu une leçon gratuite de Manon, donc il faut en profiter. Trop sympa. Euh, euh, bah, du coup, je vais te poser une dernière, un dernier truc, un dernier sujet à échelonner sur 10. Euh, et je vais te demander de ranker du coup ta santé euh, Ma santé. sur 10. Tu la mettrais à quel niveau? 8, 9. En Ok. vrai, en ce moment, je fais pas assez de sport. J'en fais parce que tous les jours, je suis active et Ouais, tous les jours, j'ai 2 marches quotidiennes. ok. J'adore ces moments-là. C'est mes moments où j'écoute des podcasts, où j'apprends Hmm, sur mes formations, où je passe des appels avec ma famille, ou alors que ouais. je suis en marche silencieuse, méditation dynamique. En, en fait, je pense que c'est un domaine sur lequel je me sens plutôt bien sur la santé. Je dirais 8 Ouais. ou 9 parce que, objectivement, je suis en bonne santé. Je fais du sport, même si j'en fais pas assez. Tous les jours, je sors, tous les jours, je suis active, tous les jours, je suis dehors. J'ai été suivie par un nutritionniste et un coach sportif il y a quelques années. Quand j'étais plus jeune, j'ai eu des troubles du comportement avec l'alimentation. Donc en fait, ça m'a obligée à prendre soin de ma santé. Tu vois, ça a été une petite période comme ça un petit peu compliquée, mais qui fait que tu es obligé d'apprendre à c'est quoi vraiment manger sainement en te faisant plaisir. C'est quoi faire du sport pour être en forme, mais pas pour avoir un objectif. Tu vois, toutes Hmm. ces nuances un peu qui peut nous bloquer dans notre façon de se sentir en bonne santé. Donc, et puis je me fais accompagner. Euh, j'ai ma psy de temps en temps. Là, j'ai un coach pour mes barrières mentales. Donc, globalement, je me sens bien. Trop cool. Non, mais c'est exactement ça. Et c'est trop intéressant parce que du coup, à travers ce podcast, on voit que quand même tu es pas mal suivi sur pas mal d'aspects de ta vie. Et c'est méga important, surtout que j'imagine que c'est des suivis personnels à chaque fois. Ouais. Euh, et tu vois, là, on parlait bah, de nutrition, santé, et c'est vrai que parfois, ce que toi, tu peux, et ce que moi, enfin tout le monde, quoi, ce qu'on peut manger et comment on ingurgite les choses, bah, en fonction de l'aliment, ça change nos effets sur notre métabolisme, qu'on n'a tous pas les mêmes. Complètement. On sait que les légumes, c'est bon, quoi, mais peut-être que les haricots, tu vas plus facilement digérer que les petits pois pour ton métabolisme, du coup, ça sera plus à l'aise pour travailler après ou, des trucs, ou faire n'importe quoi, quoi. Euh, C'est donc, exactement c'est ça. méga. Ouais. Et tu vois, dans tout aujourd'hui, je trouve qu'il y a un peu une part d'ego où on peut se dire, mais si je veux apprendre, je peux. Ouais, on peut, il y a plein de ressources, il y a plein de chaînes YouTube, il y a plein de trucs, mais l'accompagnement,
Je savais que en me faisant accompagner par quelqu'un qui avait déjà fait tout ce travail de recherche dans la nutrition ou dans le sport, aujourd'hui sur les barrières mentales que j'ai, t'accélères le truc en fait et tu fais confiance et t'as un regard beaucoup plus neutre, beaucoup plus juste sur ta situation. Et Hmm. en vrai, ça accélère. Après, ouais, c'est des budgets, Oui. mais le retour sur investissement sur le long terme, il est toujours là. Ouais, et ces investissements sur soi, je sais pas que enfin, ça peut faire tabou en mode, c'est dev perso, je sais pas quoi, ouais, il faut investir sur soi-même, machin. Mais c'est vrai que c'est des investissements qui te suivent à vie, c'est toujours bien de les faire. Moi, pour le petit tips, tu sais, j'ai consommé beaucoup de formations, de contenu, surtout, enfin, très dev perso et très marketing, quoi. Ok. Euh, et en vrai, les meilleurs trucs que j'ai fait, parce que les formations, c'est bien, mais enfin, tu vois, genre, c'est bien, mais ça me vaut. Enfin, c'est toujours plus. Enfin, le coaching, à partir d'un certain moment, tu sais, le coaching personnalisé, c'est pas le même budget, c'est clair, etc. Mais ça, tu fais toute la différence. Tu vois, là, je le vois. Moi, c'est mon premier coaching que j'ai là, Trop bien. vrai coaching one-one. Et je vois la différence. Alors que tu vois, je me disais, bah ouais, j'ai consommé, j'ai lu là les livres sur le développement personnel, enfin, tu vois, les niveaux de conscience, enfin, plein de trucs vraiment de tout et n'importe quoi, le yin-yang, tu vois. Et mais tu vois, ça a vraiment pas le même effet, quoi. Non, mais c'est trop intéressant ce que tu Euh, dis. Quand tu lis ces livres, tu comprends comment ça fonctionne, la motivation, oui, tu comprends comment ça fonctionne une émotion. Quand t'es en coaching, tu la ressens. La personne, elle vient te la déclencher, elle vient te la oui, creuser, elle vient te remémorer dedans. Et si t'incarnes pas, ouais, t'avances pas. ouais, c'est ça. Et c'est, et tu vois, il y a aussi un truc, c'est, tu sais, genre, tu t'apprends, t'incarnes, et tu sais, ok, je savais, mais j'ai vraiment conscientisé, et ça te fait chiou, comme Ah ça, oui, tu sais, c'est dans ta vrai. tête, t'as des lumières de ouf et tout. Genre, Trop bah, bien que tu fasses ça. euh, ouais, bah franchement, bah en fait, enfin, j'ai pendant, enfin tu vois, je pensais pouvoir le faire seul et à partir de 2023, tu vois, je me dis bah tu sais quoi, finalement je sais pas les 3 derniers mois j'ai pas réussi. Bon bah maintenant je vais faire ça et au pire j'aurais perdu de l'argent mais c'est pas, enfin tu vois, c'est pas que l'argent ça se regagne, tu vois, je suis dans moi, enfin c'est comme ça que je pense, tu vois. Et au pire l'argent ça se regagne et voilà quoi, tu vois. Trop bien. Ça c'est pas grave, j'aurais perdu un peu de temps et un peu d'argent. Bon, ok, Mais là, à c'est pas le cas, là, tu vois les partir de bénéfices déjà. non, non, ouais, bah ouais. Trop chouette. Mais je pense que c'est jamais le cas en fait. Parce qu'au pire, j'apprends, même si ça n'a pas l'effet, tu sais, j'apprends des choses. Tu sais, je vois comment elle pose Mmh. des questions et tout, ma coach et tout. Au pire, tu vois, c'est pas très grave. Je trouve ça Trop trop bien. cool. Euh, Bah, tu sais quoi, une dernière question Allez. et après des questions rapides, mais je te laisse le choix. Est-ce que tu préfères les questions rapides? Donc, c'est des questions où, tu vois, il y aura beaucoup moins d'itérations ensuite, tu vois. Ou alors, tu veux une question et ensuite, on se laisse le temps. Euh, je sais pas, peut-être. Bah, peut-être une question et on se laisse le temps. J'ai envie de te dire que moi, je suis plus pour Oui, creuser les sujets. j'en étais sûr. Euh, du coup, bah, pour faire suite un peu à ce qu'on disait, etc., toi, c'est quoi la dernière chose que tu as pris conscience, tu vois, où tu as eu, tu sais, tu savais, tu as peut-être lu sur le sujet, ou alors, tu sais, c'est dans les mœurs avec des posts Instagram ou je sais pas quoi, et après, tu t'es dit, t'en as vraiment pris conscience, t'as vraiment compris, digéré le truc. Je sais pas si je m'exprime bien, mais j'essaie de dire plusieurs mots pour que tu puisses bien cerner. Je comprends ce que Hmm. tu veux dire et je pense que c'est très lié à être à son compte. Ce truc Mhm. où je sais pas comment l'expliquer. Hem, ce truc de quand t'entends les gens dire: «Une fois que tu seras à ton compte, tu vas te sentir beaucoup plus libre, tu verras que des fois tu vas te planter, tu vas perdre des clients, mais en vrai après, de toute façon tu as envie de rebondir et quand tu seras dedans, tu voudras presque pas, retourner à un autre système». Hmm. Bah, au début quand je me suis lancée, j'y pensais pas trop. C'est-à-dire que
tout s'est bien enchaîné, tout s'est bien aligné, tout s'est bien fait au niveau de la clientèle, de la création de contenu. Et je sais pas comment dire, mais en début d'année, j'ai eu ce truc de prise de conscience de je viens d'accéder à à un autre niveau de moi, une autre force que j'avais. Et j'en ai pris conscience parce que j'ai un peu pris du recul sur tout ce que j'avais fait. Et j'ai pris conscience de ce truc mais il y a tellement de barrières qui ont sauté en moi, il y a tellement de barrières mentales qui se sont naturellement atténuées ou naturellement enlevées. Et c'était vraiment ce truc, je sais pas comment dire, ce truc un peu de... Je sais pas comment l'appeler, un peu une force que t'as. Et on t'en parle de quand tu vas te lancer, tu verras, t'auras envie de refaire plein de projets, où tu te diras, j'ai plus peur de manquer d'argent, j'ai plus peur de me planter, j'ai plus peur de ça. Et j'en ai vraiment pris conscience cette année, de me dire, mais même si demain mon business s'arrête pour X ou Y, et j'ai compris comment on faisait, j'ai compris que je pouvais le faire, je sais maintenant comment tu crées du média, je sais maintenant comment tu fais de l'argent. Et tu vois, ce truc un peu que le business, ça te crée beaucoup de résilience dans ta vie. Et j'ai conscientisé ça, en fait, le fait de me dire aujourd'hui, alors que j'ai le plus de situations d'insécurité, je suis à mon compte, je suis à l'étranger, j'ai pas d'appart, enfin voilà. Je me suis jamais sentie aussi stable, sereine et confiante. Donc je pense que c'est ça, les bénéfices un peu de se lancer. Ouais, c'est méga intéressant. Moi, j'ai une petite théorie là-dessus, sur ce que tu viens de dire. Moi, je pense que, tu sais, le fait de se lancer, etc., ça te met dans une certaine attitude que tu ne peux avoir. Tu peux avoir très difficilement quand tu es salarié, parce que par définition, c'est... Enfin, même si c'est pas... On croit que c'est plus sécurisant, mais en vrai, ça ne l'est pas, quoi. J'ai un exemple que je vais peut-être pas dévoiler là dans le podcast, parce que, bon, ça me concerne pas directement, et voilà, quoi. Mais, enfin, tu vois, qui est très personnel, etc. Et ça se voit qu'en vrai, même si tu fais tout comme il faut, en vrai, il peut t'arriver toujours des merdes, et même si tu en sais dit tout ce que tu veux, et bon, bah, c'est comme ça. Alors que tu vois, quand tu le mets en ton compte, ça te reste. Enfin, comme tu es beaucoup plus responsabilisé, tu vois, Ouais. et tu as beaucoup plus de responsabilités, ça te met dans une attitude, une démarche que tu peux aussi avoir peut-être en tant que salarié, mais beaucoup plus difficilement, parce que ça demande un truc plus peut-être personnel, ou tu vois, un esprit un peu plus différent, alors que... Attends, je suis désolée, il y a quelqu'un qui vient de taper à ma porte. Trop désolée, va Ah, falloir que non, pas grave. C'est pas grave, vas-y, J'arrive, vas-y, vas-y. j'arrive. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Yes, Yes. désolée, je suis dans un Airbnb et quelqu'un devait passer cet après-midi. Et du coup, les gens sont là, j'espère que ça va pas faire trop de bruit. Non, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Mais écoute, Manon, vu que en plus t'as des gens chez toi, etc., bah, ça tombe bien. Euh, euh, est-ce que tu as juste un dernier mot, quelque chose, une question à laquelle tu veux répondre que je t'aurais pas forcément posé dans le podcast, ou un message de fin? Une question, je sais pas. J'ai bien aimé, j'ai trouvé tes questions super variées, c'était super chouette. Merci. Tu vois, de pouvoir parler un peu de créa de contenu, de clients, mais aussi les questions sur les émotions, je trouvais ça assez complet. Donc très cool. Peut-être en mot de fin, dire aux gens qui écoutent et qui sont intéressés sur le sujet des émotions que c'est ok en fait de pas savoir tout le temps les gérer, de pas encore les comprendre et de pas se recréer une forme de frustration face à comme t'as dit, j'ai lu par exemple 10 livres en dev perso, mais j'arrive toujours pas à déconnecter après le taf, ou j'arrive toujours pas à gérer ma colère. Ouais, de pas être trop dur envers soi-même, parce que c'est un sujet hyper compliqué. En vrai, on a eu zéro éducation sur ça. Donc, de prendre le temps et de creuser, quoi. De pas culpabiliser. Ouais. Ok, trop bien. Bah, sur ce, c'était les mots de la fin. Moi, je conclurai aussi en disant lancez-vous, bordel, quoi, et vous verrez. Bon, en tout cas, merci Manon pour ton temps, merci pour
d'avoir répondu présente à l'invitation. Bah, merci à toi, Et j'ai passé un bon moment. partagez. Et les gars, n'hésitez pas à mettre les 5 étoiles si jamais ça vous a plu, à vous abonner. Encore une fois, tous les liens, la newsletter de Manon, sa chaîne YouTube, avec une superbe interview d'Oussama Hamar, le lien vers le podcast qui est aussi trop bien, et bref, son LinkedIn, tout ça, je le mets en description. Je mettrai certainement aussi ton petit guide gratuit que tu as parlé, pour ceux qui Ouais, s'intéressent carrément. d'aller en profondeur. Je pense que ça peut être carrément cohérent avec toutes les missions qu'on vient d'enregistrer. Ouais. Et je vous dis à la prochaine tout le monde. Ciao, ciao. Salut!